Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les Incas donc, ne cherchent pas à transformer chaque peuple en clone culturel. Au contraire, ils respectent la diversité tant que l'ordre impérial est maintenu. Donc les capitales provinciales sont des symboles de l'Empire, des lieux d'intégration, des centres d'échange, des points de contrôle, mais jamais des espaces d'uniformisation totale. Et donc le résultat est une cohésion étonnante. L'Empire n'est pas homogène, mais tout y tient. Et si on devait résumer le génie de l'Empire Inca en un seul mot, ce serait ni or, ni temple, ni conquête. En fait, ce seraient les routes. Et oui, là où d'autres civilisations bâtissent des monuments vertigineux, les Incas bâtissent un réseau. Là où les empires se maintiennent par la monnaie, le commerce ou l'écriture, les Incas s'appuient sur la circulation, la vitesse, l'organisation stricte. Ce réseau, c'est l'un des plus impressionnants de toute l'histoire avec un grand H. Plus de 30 000 kilomètres de routes traversant des déserts, des hauts plateaux, des cordillères enneigées, des forêts tropicales, des vallées profondes, des zones sismiques. Ces routes ne sont pas seulement des moyens de transport, c'est en fait la colonne vertébrale de l'Empire, son système nerveux, sa preuve la plus éclatante de sophistication. On pourrait rapprocher ça de ce qu'ont fait les Romains. Finalement, les Romains ont créé des routes. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de route en Gaule. Bien sûr qu'il y avait des routes en Gaule. Les Romains sont arrivés avec des routes en pierre. Ça, c'est quelque chose d'assez unique. Mais là, pour la guerre et pour le commerce. L'Empire repose donc sur deux grands axes nord-sud. La route de la Cordillère, la Capatnan, la route royale. Elle traverse les Andes à plus de 3500 mètres d'altitude en moyenne. C'est la route la plus difficile, la plus spectaculaire aussi. Elle franchit des cols, traverse des steppes glaciales, longe des ravins de plusieurs centaines de mètres. C'est quand même un exploit d'ingénierie. Et puis vous avez la route côtière, c'est la route des plaines. Cette route passe par l'un des déserts les plus arides du monde, mais elle est vitale pour l'accès au guano, aux poissons, au coton, au sel. Entre ces deux axes maîtres, vous avez un gigantesque réseau secondaire qui relie toutes les provinces, les capitales régionales, les villages, les centres agricoles et les sanctuaires. Les Andes ne sont pas un terrain commode comme vous pouvez l'imaginer, donc elles imposent des pentes extrêmes, des terrains instables, des zones marécageuses, des sols volcaniques, ils ont la totale, des franchissements de gorges, des risques sismiques permanents. Et bien pourtant, malgré tout ça, les Incas réussissent à créer un réseau d'une qualité remarquable. Elles peuvent être rectilignes sur les plateaux, en escalier de pierre dans les pentes, en corniche dans les flancs de montagne, sur digues dans les zones humides. Les routes sont toujours adaptées au terrain et jamais l'inverse. En plus, vous avez les fleuves. Les fleuves andins sont violents, profonds, instables. Pour les traverser, les Incas construisent les ouvrages les plus étonnants de leur époque. Ces ponts, vous avez compris, c'est des ponts suspendus qui sont faits de cordes de fibres végétales. Certains atteignent plus de 30 mètres de long, ce qui est énorme. Ils sont tressés en fibres d'ichou, une graminée andine, des fibres de maguey, parfois en bois assemblés. Ils sont renouvelés tous les ans. Ça c'est important. Vous avez une communauté entière qui participe à leur entretien. C'est un rituel spectaculaire qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui sur certains ponts. D'autres ponts sont faits de troncs d'arbres fixés quand même au-dessus des précipices, de plateformes de pierre parfois, ou de radeaux de roseaux en zone tropicale. Tous les 20 à 30 km, les Incas construisent ce qu'on appelle un tambo. C'est un relais routier qui sert à la fois de poste militaire, de dépôt de ravitaillement et d'auberge pour les fonctionnaires. Les tambos permettent le repos des voyageurs, le ravitaillement des armées, le stockage des produits et la rotation permanente des messagers. Certains tambos dans les zones stratégiques sont de véritables petites villes. À côté des routes et des tambos, on trouve des centaines de greniers, parfois des milliers dans les grandes régions. Ces greniers permettent d'amortir les famines qui sont fréquentes dans les Andes, d'assurer l'approvisionnement des chantiers, d'alimenter les provinces qui sont en difficulté, de soutenir les armées en campagne. Sans eux, le système de corvée, l'expansion militaire et le contrôle administratif seraient littéralement impossibles. Les routes permettent
le fonctionnement d'un système de messagers d'élite aussi, ce qu'on appelle les tchaskis, des coureurs professionnels qui sont jeunes, entraînés, capables de franchir des dénivelés gigantesques à grand rythme. Chaque tchaski parcourt peu de distance, 5 à 10 km, parfois moins. Il transmet le message oralement, un par kipou au suivant, ou par kipou, pardon, au suivant, et ainsi de suite. La nouvelle circule plus vite qu'un cavalier en Europe médiévale, malgré l'absence de chevaux, parce que je le rappelle, ils n'ont pas de chevaux. Les tchaskis transportent des messagers d'État, des ordres militaires, des produits rares, des poissons frais pour l'Inca quand même, ou des informations urgentes des provinces. Eh bien, ce système donne à l'Empire une réactivité politique exceptionnelle. Et les routes ne sont pas seulement un outil technique, elles sont aussi un outil politique, vous l'avez compris. Elles permettent de faire circuler les populations, d'organiser les corvées, de redistribuer les ressources, de convoquer les armées, d'acheminer les produits de prestige vers Cusco, d'assurer la présence permanente de l'État dans les provinces. Elle contribue aussi à l'uniformisation du paysage impérial. Le monde inca devient alors unifié, non par la force brute, mais par la circulation. J'allais presque dire c'est l'équivalent de la circulation sanguine. C'est assez marrant. Certaines routes ont aussi une fonction strictement religieuse. Elles relient les sanctuaires majeurs de l'Empire, notamment ceux qui sont consacrés au soleil, à la lune, à l'aurore ou aux montagnes sacrées. Marcher sur ces routes, eh bien, c'est participer à un rite. Ça, c'est important quand on regarde les lignes de Nazca. Évidemment, j'y reviendrai un jour. Chaque pèlerinage est une affirmation de l'unité du Tawantinsuyu. L'Empire Inca donc n'a ni roue, n'oubliez pas ça, ni monnaie, ni écriture alphabétique, ni animaux de trait. Et pourtant, on peut le comparer à la Via Appia des Romains, les routes royales perses, des réseaux commerciaux des Mayas. Mais il les dépasse en difficulté technique, parce que jamais aucune civilisation n'a affronté des milieux aussi verticaux, aussi dangereux, aussi instables, sur 4000 km d'étendue. Voilà, pendant une heure, j'ai essayé de remonter le fil d'une histoire étonnante, celle d'un empire qui ne surgit donc pas du néant, mais qui se construit pas à pas dans la continuité d'une tradition andine très ancienne. Vous avez vu comment pendant près de 10 millénaires, des sociétés successives vont apprivoiser ces déserts, ces hautes steppes, ces vallées irriguées, cette jungle très humide, comment elles inventent l'agriculture, les terrasses, l'élevage des camélidés, les réseaux d'échange des premiers États andins. Et puis dans ce monde fragmenté mais incroyablement créatif va surgir ce petit peuple installé dans la vallée de Cusco, des agriculteurs qui ne fuient pas sur les hauteurs, des voisins qui savent nouer des alliances, des bâtisseurs qui peu à peu transforment leur vallée en capitale. Et puis, quand l'histoire s'emballe au XVe siècle, eh bien, ce petit noyau s'étend, absorbe, négocie, intègre, récompense et finit par dominer la moitié du continent sud-américain. Mais l'essentiel, c'est pas seulement dans la conquête, il est dans ce que les Incas réussissent ensuite à organiser, comme je vous l'ai dit, un empire quasi impossible dans un territoire vertical, multiple, éclaté, grâce à des outils d'une intelligence politique rare, les capitales provinciales mises en scène gigantesques de la générosité impériale, les routes, près de 30 000 km, un réseau prodigieux, les ponts suspendus, etc. Et au centre, Cusco, cette ville-monde, le cœur du soleil, le sanctuaire des ancêtres, la matrice du pouvoir. C'est comme ça que je vais terminer ce premier épisode de la naissance de l'Empire, d'une histoire qui est faite de patience, de diplomatie, de générosité calculée et d'un génie logistique qui force quand même l'admiration, il faut le dire. Mais si vous voulez, c'est quand même une introduction. Cet épisode 1, c'est une introduction. On va rentrer vraiment dans le détail après, dans l'épisode 2. Comment l'Empire Inca fonctionne-t-il justement de l'intérieur ? Parce qu'un territoire, même conquis et relié par des routes, ne devient pas un empire simplement par des murs, des ponts ou des alliances, bien entendu. Derrière la pierre cyclopéenne et les routes pavées, il existe un autre empire, un empire invisible, un empire d'obligations, de privilèges, de rites, de contrôle, de classes sociales, de fonctionnaires, de prêtres, de tisserandes, de guerriers, de serviteurs. Un empire où chacun doit travailler pour l'État, où les communautés sont surveillées, comptées, déplacées si nécessaire, parce que tout n'est pas rose non plus, où le souverain ne gouverne pas seul, mais partage son pouvoir avec les lignages des rois morts, où l'économie n'a ni monnaie ni marché, mais repose sur la redistribution,
où les fils de l'élite sont formés dans des écoles spéciales, véritables pépinières de l'État, où les provinces vivent au rythme des recensements, des fêtes, des corvées, des redistributions. Comment tout ça fonctionne-t-il ? Quels sont les rouages qui font tourner cette machine gigantesque ? Comment l'État inca parvient-il à contrôler des millions de personnes sans écriture alphabétique, sans roues, sans chevaux ? Justement, c'est ce que nous verrons dans l'épisode 2 où nous entrerons dans la société inca, dans la cour de l'Inca, dans l'administration, dans l'économie et dans l'état de l'intérieur. L'Empire du Soleil, vous verrez, n'a pas fini de nous surprendre. Donc on se retrouve dans l'épisode 2. Salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.